GHW est heureux de vous présenter du verbe à l'action. Bonjour à tous et bonjour à toutes, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Verbe à l'action. Vous l'avez vu avec notre magnifique générique et encore une fois des invités de très grande qualité. Nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir Franck Tillier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là avec évidemment votre dernier ouvrage dont on va parler dans quelques instants, la référence du polar, 24 ouvrages, 10 millions d'exemplaires vendus et donc le tout dernier, Noferville, aux éditions Fleuve Noir, merci infiniment. Dans cette émission, vous l'avez compris, nous établissons des passerelles entre le monde de la littérature et le monde de l'entreprise, où toutes les actions qui sont menées. Voilà pourquoi Tina Blaise est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous allez pouvoir échanger évidemment avec Franck Tillier, directrice de Global Earth Watch. Comprendre la mort subite, sauver des vies, développer les chances aussi de survie en cas d'arrêt cardiaque. Vous allez pouvoir nous expliquer dans quelques instants à la fois la genèse et tout ce que vous mettez en place de manière magnifique, je tiens à le préciser quand même pour celles et ceux qui nous regardent, mais d'abord, justement pour commencer à établir un lien entre Tina Blaise et Franck Tillier. Franck Tillier, est-ce que vous avez déjà dans vos ouvrages pensé au décès d'une victime par un arrêt cardiaque? Oui, tout à fait. Alors, je pense souvent à des décès de personnes. Hein, il y en a dans chacun de nos romans, mais c'est un peu votre veine, hein, c'est votre fonds de commerce. Mais oui, j'ai écrit un roman, ça doit être en 2013, qui s'appelle Angor. Le titre part de lui-même parce que l'angor, c'est une contraction, une douleur thoracique très forte. Le roman porte intégralement autour du cœur. Autour du cœur, c'est autour des greffes d'organes. Et j'ai un personnage principal qui est une gendarme et qui a subi une greffe du cœur parce qu'à un moment donné, elle a eu justement un dysfonctionnement de son cœur qui fait qu'elle a été obligée d'être greffée. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel je me suis engouffré, qui a été passionnant. J'ai rencontré un tas de personnes qui travaillaient dans le milieu des greffes, des défibrillateurs, aussi des pacemakers. Donc voilà, j'étais très sensible, sujet passionnant et j'essaye toujours de faire ça dans mes romans, c'est de raconter une histoire et aussi essayer de renseigner les gens justement sur des domaines je juge qui vont les intéresser. On est tous concernés par... Et vous êtes obligé d'investiguer évidemment pour que ce soit réaliste dans ce que vous écrivez. Hein, évidemment. Alors j'investigue beaucoup, j'ai beaucoup de contacts au niveau de la police scientifique, la médecine légale, mais aussi pour chacun des romans, j'aime bien m'engouffrer un peu dans les milieux justement scientifiques, médicaux. Alors, Noferville, on en reparlera peut-être. Oui, on va en parler. Il n'est pas scientifique du tout, mais en tout cas, beaucoup de mes romans parlent de médecine, de tout ce qui nous concerne, en fait, de ce qui concerne le fonctionnement du corps humain, l'ADN, le cerveau, les organes. Donc, c'est un des sujets qui me passionnent. Oui, Noferville, on va en parler évidemment dans quelques instants, parce qu'il y a là aussi des points communs avec Tina Blaise. Mais d'abord, Tina Blaise, Global Earth Watch. Pourquoi la genèse et qu'est-ce qui est mis en place? Expliquez-nous. Alors pourquoi? Je vais vous raconter une histoire, mais qui est une histoire vraie. Le 24 juin 2012, notre fils Pierre, qui était un sportif de haut niveau dans le domaine des arts martiaux, de la course à pied, du trail, participe. Il était aussi juriste en droit immobilier à la SNCF. Et à ce titre, il participe à une course qui s'appelle les Foulées de l'immobilier, organisée par Paris-Dauphine, au profit de la Fondation Abbé Pierre. C'est une course de 10 km. Au dernier kilomètre, quelques centaines de mètres avant l'arrivée, il s'écroule, victime d'une mort subite par arrêt cardiaque. Il ne se relèvera pas et il avait 31 ans. Donc vous imaginez la violence du choc pour mon mari et moi-même, pour nos enfants, pour notre famille. Et donc j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé et pourquoi c'est arrivé et comment faire pour que ça n'arrive plus. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai constaté des chiffres effrayants, entre 40 et 50 000 victimes par an, un taux de survie de 3% seulement en France. Dans d'autres pays, quelques pays nordiques et aux États-Unis, on arrive à un taux de survie entre 30 et 40%. Et donc là, j'ai voulu comprendre pourquoi. Et donc,
nous sommes allés rencontrer le professeur Jouven, qui est le fondateur du Centre d'expertise de la mort subite à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, et les acteurs de la chaîne de secours. Et nous avons compris que la plupart du temps, il y avait bien un témoin lorsqu'il y avait une mort subite par arrêt cardiaque, mais que les témoins ne savaient pas quoi faire. Voilà. Alors qu'il faut agir dans les 3 à 4 minutes. Les secours mettent environ un quart d'heure à arriver, donc c'est trop tard. Et donc l'idée, ça a été de se dire, il faut créer quelque chose et créer une association pour faire en sorte de sauver des vies. Savoir quoi faire. Savoir quoi faire. Que faut-il faire? Avant que vous nous expliquiez effectivement tout ce que vous avez mis en place, parce que là, il y a aussi des êtres humains qui nous regardent et qui peuvent être confrontés à ce genre de situation, que faut-il faire? Que faudrait-il faire en cas de mort subite si on est témoin d'une situation comme celle-là? La première chose, c'est alerter. Alerter les secours, ça c'est la première chose. Débuter un massage cardiaque, très vite, et utiliser un défibrillateur. Donc demander à quelqu'un d'aller chercher un défibrillateur, ou bien les secours peuvent nous expliquer où se trouve le défibrillateur. Mais en fait, la plupart du temps, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas faire un massage cardiaque, c'est pas très compliqué, mais on ne sait pas le faire. Et on ne sait pas utiliser un défibrillateur. Alors qu'on entend souvent que, oui, mais un défibrillateur, tout le monde a le droit de l'utiliser, c'est vrai. Depuis 2007, tout le monde a le droit. Mais on nous dit, oui, mais ça parle, un défibrillateur parle, il nous explique ce qu'il faut faire. Mais quand vous êtes dans le stress, oui, évidemment. Il y a beaucoup d'émotions et vous ne savez pas. Ce que vous mettez en place, donc, c'est comment savoir faire des massages cardiaques. Ça paraît simple, mais effectivement, dans une situation de stress en plus, il faut accomplir les bons gestes. Oui. Et aussi généraliser les défibrillateurs, notamment en entreprise. Tout à fait. Car ce n'est pas encore le cas totalement dans toutes les entreprises aujourd'hui. Alors, nous avons œuvré dans plusieurs domaines. Et donc, en fait, nous, c'est effectivement sensibiliser le grand public, les personnes dans les entreprises, les enfants, les sportifs. C'est aussi financer la recherche scientifique et c'est œuvrer pour faire avancer les lois. Et donc, les lois, effectivement, nous en avons fait avancer avec l'aide des cardiologues, du professeur Jouven. Et aujourd'hui, depuis 2018, il est obligatoire d'installer des défibrillateurs dans les établissements recevant du public. C'est obligatoire. Il y a aussi l'obligation de mettre en place des contrats de maintenance, puisque on en parle souvent, les défibrillateurs ne fonctionnent pas toujours. Donc il faut mettre en place des contrats de maintenance et surtout sensibiliser les personnes qui sont proches de ces défibrillateurs pour que les gens sachent les utiliser. Évidemment. Pour hommes, pour femmes. Oui, parce qu'il y a des défibrillateurs hommes-femmes. Non, je dis ça pour la raison suivante, c'est que bien souvent, on imagine qu'il n'y a que les hommes qui sont victimes de mort subite par arrêt cardiaque. Alors que les femmes sont plus sujettes... Alors qu'il y a un tiers de femmes qui sont... un tiers des victimes qui sont des femmes. Oui, effectivement. Un tiers. Et elles décèdent plus souvent parce que les témoins ne font pas le massage cardiaque et n'utilisent pas un défibrillateur. Ouais. Franck Tillier, c'est un constat. L'histoire, évidemment, de Tina Blaise nous touche, mais le constat et les chiffres qu'elle apporte sont assez édifiants tout de même. Vous qui avez eu un passé aussi d'ingénieur, hein, vous avez travaillé dans les entreprises, est-ce que vous avez noté, et est-ce que cela peut vous servir d'ailleurs dans votre imaginaire et dans votre univers, la progression qu'il y a pu avoir dans le monde de l'entreprise en matière de sécurité cardiaque, sanitaire ou quelle qu'elle soit? Parce qu'il semble qu'il y a encore quelques années, les entreprises, notamment en France, étaient très démunies. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai quitté le monde de l'entreprise il y a presque 20 ans aujourd'hui, mais il m'arrive d'y retourner justement pour aller à la rencontre des lecteurs qui sont dans les entreprises. Et c'est vrai que j'ai vu un vrai constat, c'est-à-dire un souci du bien-être du collaborateur, des gens qui travaillent en entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment une sensation que j'ai, que la santé est quand même revenue au centre des préoccupations des entreprises. On vit aujourd'hui dans un monde quand même un peu stressant, on est sollicité dans beaucoup de domaines et il faut que les gens se sentent bien à leur travail parce que c'est quand même le cœur il est au cœur de nos vies et c'est vrai que ça a toujours été des belles rencontres et c'est vrai que j'ai vu ce souci-là un peu partout où je suis allé et je félicite votre action parce que je suis aussi très sensible
à des actions, à des associations, des gens qui œuvrent pour sauver des vies. Moi-même, je suis aussi parrain de l'Institut Pasteur de Lille et je vois au quotidien le travail de tous les chercheurs qui passent leur vie à trouver des vaccins, des médicaments pour qu'on aille mieux. Et ça, c'est vrai que ça réchauffe le cœur de voir que la santé est au cœur des préoccupations aussi. Voilà, et que la santé est au cœur de la société. On se demandera d'ailleurs tout à l'heure si la société a du cœur véritablement en matière d'échange, de fraternité, de bienveillance et de mise à disposition. Parce que si on reste dans le domaine, Tina Blaise, de l'entreprise, l'immobilier d'entreprise, l'environnement de travail, est-ce qu'aujourd'hui votre action a porté ses fruits, c'est-à-dire que ça a fait un peu changer les mentalités et que vous avez des résultats notables? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire on a réussi à éviter la mort de certains collaborateurs ou collaboratrices grâce à notre action et l'impact pédagogique que vous apportez. Oui, parce que nous avons sensibilisé en 10 ans plus de 110 000 personnes. Nous avons versé 1 million d'euros à la recherche scientifique. Nous avons été à l'origine de 2 lois. Effectivement, alors nous avons aussi créé des centres d'accueil pour les familles impactées par la mort subite. Et nous avons créé des territoires remarquables en gestes qui sauvent. Ce qui est important, c'est effectivement, aujourd'hui, le taux de survie est passé de 3 à 10%. Donc nous avons sauvé beaucoup de vies grâce à notre action, à l'action aussi bien sûr des cardiologues, parce que de plus en plus de gens savent utiliser un défibrillateur, savent faire un massage cardiaque. On est passé en quelques années, en environ 10 à 15 ans, de 25% de personnes massées à 75% aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que ça veut dire que les gens arrivent vivants à l'hôpital. Voilà, donc il y a aussi l'utilisation du défibrillateur. Donc là aussi, avant, 10% des personnes étaient défibrillées. Aujourd'hui, c'est 25% des personnes, des victimes. D'accord. Et l'éducation se fait-elle aussi au plus jeune âge? C'est-à-dire à quel moment faudrait-il apprendre à bien faire les gestes qui sauvent? Alors nous faisons des sensibilisations aux enfants à partir de CM1, CM2. D'accord. Voilà. Parce que on peut faire un massage cardiaque quand on est en CM1 ou CM2? Alors on ne le fait pas forcément très bien, mais on sait alerter. D'accord. On apprend à alerter, ça c'est très important. On apprend à... si un enfant est confronté à une mort subite d'un de ses parents, donc il va savoir appeler les secours, il va savoir expliquer, et il va savoir ouvrir la porte aux secouristes, il pourra alerter les voisins, il pourra demander à aller chercher un défibrillateur. Enfin voilà, il saura quand même quoi faire. Ouais. Est-ce que vous aviez ce degré d'information, cette prise de conscience aussi qui est réelle pour nous tous et pour celles et ceux qui nous regardent, Franck Tillier, sur la mort subite, sur ce qui peut être un arrêt cardiaque, chez l'adulte notamment? Il y a eu malheureusement des exemples célèbres. Moi, je pense notamment à Marc-Vivien Fouet, qui était un international camerounais, qui a joué à Lyon notamment, et qui malheureusement est décédé à cause d'un arrêt cardiaque et d'une mort subite sur un terrain de football. Vous, par rapport à la réflexion et le travail qui est le vôtre, avant d'écrire, vous nous le disiez, vous investiguez beaucoup. Aviez-vous ce degré d'information sur la mort subite? Non. Alors, effectivement, j'avais vu les cas les plus médiatisés, notamment les footballeurs. Je connaissais aussi la mort subite du nourrisson. Ça, c'est quelque chose que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Non, après, je suis un peu, je pense, comme beaucoup de monde, on sait qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des crises cardiaques, qui tombent. Je n'ai jamais pratiqué les gestes qui sauvent. Alors, je pense que je saurais à peu près comment pour l'avoir vu en fait, mais c'est vrai que j'ai pas ces gestes-là. Après oui, le réflexe du défibrillateur, c'est on sait qu'il y en a, il faut le trouver, et puis après je pense que, mais c'est un peu comme c'est-à-dire qu'on les a jamais utilisés en fait, et ça je trouve ça, on devrait aussi avoir quelque part une formation de un jour ou deux, où chaque citoyen pourrait, ça existe, je le sais évidemment, mais il faut, je pense, faire l'effort de le faire, parce que c'est des gestes très simples et on sauve des vies, quoi. Et ce sont des gestes de fraternité, ce sont des gestes salvateurs en effet. Avez-vous le sentiment, Franck Tillier, et peut-être que cela vous inspire dans vos romans, dans les 24 romans, avec un 25e à suivre très prochainement dans quelques mois, est-ce que ce qui peut rejaillir de notre société aujourd'hui, est-ce que cela vous inspire? Est-ce que notre société contemporaine, en France ou de par le monde, a du cœur?
Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Oui. Parce que s'impliquer dans du défibrillateur, apprendre à faire des gestes qui sauvent. Ouais, parfois, il y a des situations où il y a des gens qui sont agressés ou qui font une crise cardiaque. Et que font les gens aujourd'hui? Plutôt que d'essayer de sauver, ils prennent leur téléphone et ils filment. On est dans cette société aussi aujourd'hui. Est-ce que vous êtes donc, vous, vigilant par rapport à ça et imprégné par ce genre de situation? Oui, bien sûr. La société a du cœur, oui, je pense. Alors, c'est pas l'impression qu'on a quand on regarde ce qui se passe en ce moment et quand on regarde beaucoup les médias, qui en fait nous montrent globalement, on va dire, le pire de l'être humain. Hein. Ils nous montrent que ce qui ne marche pas. Or, on voit que c'est dans les petites actions au quotidien que chacun a du cœur et quelque chose qui est très humain, c'est une faculté que possède chaque être humain, c'est ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire la force la possibilité de ressentir les émotions des autres. Quand quelqu'un est triste, je suis triste. Quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un a de la peine, j'ai de la peine. Et quand on voit quelqu'un en difficulté, on a envie de l'aider. Il y a quelque chose qui est au fond de nous et qui crée cette solidarité. Et ça existe dans les petits gestes, dans les quotidiens de chacun. Pour moi, c'est ça le cœur de la société. Ça se fait dans chaque personne qui va faire des petits gestes comme ça. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'il y a des personnes qui vont un peu plus loin, puis après qui créent des associations, des organismes pour justement faire encore plus de bien à plus de gens. Donc moi, j'ai vraiment confiance en ça. Vous faites ce constat aussi, Tina Blaise, dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire est-ce que les mentalités ont évolué à la lumière déjà de toutes les informations dont nous disposons, de la pédagogie que vous faites aussi avec votre action, évidemment, mais aussi peut-être d'un regain de fraternité qui pourrait y avoir, de solidarité qui pourrait y avoir entre les gens, ou est-ce que le clivage existe vraiment? Est-ce que le fossé continue de se creuser? Non, moi je pense qu'il y a vraiment une volonté d'aller vers l'autre. On ne sait pas toujours comment faire aujourd'hui, parce qu'il y a les réseaux sociaux, on est tous derrière des écrans, c'est vrai. Mais on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand une personne fait une mort subite, quand on ne sait pas quoi faire, effectivement, certains vont tourner la tête, d'autres vont peut-être filmer. Mais quand on sait quoi faire, on va vers l'autre. Et on l'aide, forcément. Vous savez, nous avons sensibilisé beaucoup de jeunes des apprentis d'Auteuil, la Fondation des apprentis d'Auteuil. Ce sont des jeunes qui sont en grande difficulté, qui auraient plutôt tendance, effectivement, à sortir leur portable. Mais quand ils ont appris, quand ils ont compris qu'eux-mêmes pouvaient sauver une vie, ça les a transformés. Vraiment. Et ça les aide après dans leur vie sociale, leur vie professionnelle, parce qu'en fait, ça leur donne confiance en eux. Voilà. Ouais, vous évoquiez tout à l'heure la condition des femmes qui sont sujettes, victimes, bien trop souvent évidemment aux crises cardiaques ou évidemment à toutes ces situations de mort subite. En effet, dans votre ouvrage, dans le dernier, on y vient, Franck Thillier, Nord-Ferville, donc c'est le 24e, on est bien d'accord, aux éditions Fleuve Noir. Quand l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier. Alors évidemment, je ne vais pas révéler ce qui se passe dans l'ouvrage et je laisse celles et ceux qui nous regardent évidemment le découvrir et surtout s'en délecter véritablement. Mais il y a un sujet intéressant tout de même, c'est que vous expliquez que, parce que ça se passe au Canada, que les femmes autochtones sont particulièrement brutalisées, violées. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire d'où vient cette information et pourquoi ça vous a sensibilisé et pourquoi vous avez décidé d'écrire là-dessus aussi? Oui, à chaque nouveau livre, j'essaye de trouver une idée forte et puis un sujet qui va parler du monde dans lequel on vit. Hein. On a parlé un peu de ce qui est un peu plus scientifique. Et là, effectivement, je voulais une histoire qui se passe dans la nature. C'est une volonté de départ. Je fais mes recherches. J'atterris au Québec parce que j'avais eu l'occasion d'y aller et je découvre ce sujet effrayant d'une surreprésentation de la violence, des disparitions, des meurtres chez les femmes autochtones par rapport au reste de la population au Canada. Phénomène qui existe depuis plus de 40 ans, dont on sait que ça existe, mais dont on se rend compte finalement que les enquêtes sont bâclées, on ne prête pas d'attention à ces femmes, on ne les croit pas. Ça a vraiment explosé au grand jour grâce aux réseaux sociaux qui ont aussi leurs avantages finalement, parce que ces femmes qui vivaient souvent dans des villes très très isolées du Grand Nord, donc on imagine avant Internet ce qui se passait là-bas, rester là-bas, et grâce aux réseaux sociaux, elles se sont rendues compte que ces violences qu'elles subissaient, ces disparitions, ces personnes qui disparaissaient, c'était quelque chose qui n'était pas normal,
Donc il a commencé à y avoir des témoignages un peu anonymes sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais ça se passe dans telle ville, ça se passe à tel endroit. Il y avait un phénomène qui se reproduisait, si bien que voilà, en 2015, il y a eu une commission d'enquête qui a mis le sujet sur la table. Il y a eu des procès, tout un tas de procès. Et donc oui, c'est un sujet encore actuel qui m'a intéressé. J'ai eu envie de parler de ces peuples qui, encore aujourd'hui, dans notre monde, subissent des oppressions. Ce n'est pas que l'histoire ancienne. Et voilà, donc ça reste un thriller, un polar. Bien sûr, oui. Il y a une enquête. Mais le fond du livre, c'est ça. C'est vraiment ce sujet-là. On est avec l'un des maîtres du polar, sinon le maître du polar, je le rappelle, 10 millions d'exemplaires vendus. Donc ce n'est pas rien, c'est vraiment la référence. Donc il y a l'enquête, en effet. Et il faut vraiment la lire parce que c'est toujours palpitant avec un suspense incroyable. Mais vous avez toujours une thématique forte, ou en tout cas un décorum important qui accompagne l'ouvrage véritablement. Et notamment, et vous faites souvent le lien entre votre imaginaire et la réalité, Norferville est une ville imaginaire, mais elle pourrait ressembler à certaines villes de notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas, Franck Tillier? Oui, oui. Alors, malheureusement. Oui, tout à fait. Alors, le modèle sur lequel je me suis basé d'une ville qui existe au Québec, qui s'appelle Shefferville, ce sont des villes minières, parce qu'en fait, on exploite beaucoup le minerai de fer encore très très haut dans le Québec. Mais j'ai préféré créer ma ville parce que je ne voulais pas stigmatiser. Ce sont des petites villes. Il y a des personnages pas très recommandables dans mon roman, donc je ne voulais pas que les gens se sentent visés. Évidemment, il y a une fracture dans cette ville sociale entre les autochtones, entre on va dire les blancs qui restent dans la ville et puis les mineurs qui, eux, font des allers-retours. Fracture sociale qu'on retrouve dans cette ville, mais qu'on retrouve aussi un peu partout dans le monde. Et donc c'est un sujet qui nous parle de se dire, est-ce que je fais encore partie de cette société ou est-ce que j'en suis exclu et pourquoi je n'ai pas les mêmes droits que les autres. Mais voilà, ça a été vraiment passionnant à écrire. Ambiance un peu huis clos parce que cette ville, elle est très... quand on y arrive, il y a 13 heures de train déjà depuis une ville qui est très au nord, qui est déjà à 1000 km de Montréal. Donc on imagine le chemin qu'il faut faire pour y aller. Et ça se passe en plein hiver. Il doit faire moins 30 ou moins 40. Donc ambiance vraiment glaçante. Mais voilà, c'est un livre que j'ai adoré écrire parce qu'il y a l'histoire qui est passionnante. Mais il y a aussi ce sujet voilà, qui, en effet, comme j'essaye de faire à chaque fois, qui fait que le lecteur va se poser des questions finalement sur notre monde, que ce soit dans le domaine social comme celui-là, ou le domaine un peu plus médical, scientifique, ou même de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant, c'est justement de faire ces liens, encore une fois, à travers la littérature, entre une histoire et puis des mondes qui existent réellement autour de... Absolument, et cela met en exergue aussi, Tina Blaise, toute l'injustice sociale qui peut exister dans le domaine que vous défendez, bien sûr, mais dans un spectre beaucoup plus large, n'est-ce pas? Alors, toute l'injustice sociale, en tout cas, qui peut exister dans notre société aujourd'hui, et les injustices, finalement, quand vous parliez des femmes, notamment, qui peuvent être sujettes à la mort subite, là aussi, il y a peut-être des messages à faire passer. Oui, alors, il y a de plus en plus de femmes qui sont victimes de mort subite par arrêt cardiaque, d'infarctus. Depuis 20 ans, il y a une augmentation considérable en France et dans le monde. Et ces femmes sont de plus en plus jeunes. On sait pourquoi ou... Alors, il y a plusieurs raisons qui sont avancées. Il y a effectivement des conditions socio-économiques qui peuvent être mauvaises. Mais il y a aussi, et comme pour les hommes, le problème du diabète, le problème du cholestérol, l'hypertension, le stress et le fait qu'on vit plusieurs vies en une. Mais il y a aussi la sédentarité. Et ça, c'est un vrai problème. Mais il y a aussi chez les femmes des sujets métaboliques, par exemple liés à la grossesse, prééclampsie, diabète gestationnel, et puis le tabac et pilules. Ça, par contre, c'est explosif. Et l'environnement de travail aussi, parce que n'oublions pas, oui. vous décrivez, vous, évidemment, dans le décor de Norferville, un environnement de travail particulier. On s'adresse là aussi à des chefs d'entreprise, à des collaborateurs aujourd'hui. Oui. Est-ce que l'environnement de travail et les conditions de travail aussi peuvent influer sur la situation que vous décrivez? Oui, il y a les risques psychosociaux, le stress, bien sûr. Ah oui? Oui, oui, tout à fait. Donc ça provoque effectivement chez les femmes le stress. En fait... le stress est moins bien supporté par les femmes que par les hommes, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et surtout, elles ne font pas attention, parce que, bon, elles se disent, bon, je suis fatiguée, c'est normal, ok. Bon, donc, elles ne font pas attention, elles ne consultent pas facilement. Et en plus, quand elles sont victimes, si elles sont victimes d'une mort subite, on va moins souvent aller leur porter secours. En tout cas, on alertera moins rapidement.
Et ce qui fait qu'on va perdre entre 15 et 30 minutes, ce qui fait qu'elles ont beaucoup moins de chances de survivre en fait à un arrêt cardiaque. Les chefs d'entreprise ont-ils conscience de cela? C'est-à-dire tout ce qui est fait en termes de ressources humaines, notamment aujourd'hui dans les entreprises. Nos entreprises en France ont-elles conscience de tout cela? Certaines entreprises ont certainement conscience de ça, mais pas toutes. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment la santé au travail. Et la santé au travail aujourd'hui, c'est lutter contre la sédentarité. C'est mettre en place de l'activité physique et sportive. En tout cas, inciter, communiquer dessus. Et ça, c'est extrêmement important. On a le sujet, on parle des femmes, on parle les hommes, c'est la même chose. Hein, il faut mettre en place les mêmes mesures. Mais il y a les enfants aussi. Alors là, on sort un peu de l'entreprise. Mais en fait, hier, j'ai vu un appel qu'a lancé le professeur Carré du CHU de Rennes. C'est un cardiologue et médecin du sport. Et il nous explique qu'aujourd'hui, les enfants sont en mauvaise santé. Pourquoi ils sont en mauvaise santé? Parce qu'ils ne bougent pas. Ils ne bougent vraiment pas. La sédentarité, ça tue plus que le tabac. Aujourd'hui, la première cause de mortalité par arrêt cardiaque chez les moins de 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. Avant, c'était 45 ans. Et l'arrêt cardiaque, vous me le confirmez, est la première cause de mortalité évitable? Oui, c'est évitable, bien sûr. C'est évitable dans beaucoup de cas. Il est bon de l'entendre, vous voyez. Oui, tout à fait, c'est évitable. Parce que souvent, on peut se rendre compte qu'il y a une cardiopathie quand il y a eu un arrêt cardiaque, mais parfois c'est trop tard. Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait une cardiopathie. Et puis surtout, il faut mettre en place une hygiène de vie, c'est-à-dire une hygiène de vie dans la nature, aller dans la nature, et puis surtout, vraiment bouger, bouger, bouger. Vous êtes très prolifique, hein, évidemment, dans votre littérature, Franck Tillier. Je vous pose la question, puisqu'on parle du stress. Vous êtes stressé, vous, quand vous écrivez un livre? Dans quel état mental ou psychique êtes-vous au moment de sa rédaction, de l'écriture, mais aussi au moment de sa sortie? Stressé, non. Alors, il peut y avoir des périodes de doute, de remise en question sur soi, de se dire je ne vais plus trouver d'idées. Il y a un stress plutôt bénéfique, enfin, vraiment je le prends dans ce sens-là, c'est-à-dire quand le livre sort, il y a une excitation qui est encore là si longtemps après. Donc, non, alors après, c'est un milieu artistique, donc j'ai eu plus de stress, je pense, quand j'ai commencé dans ce métier, parce que je partais dans l'inconnu. Le succès peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est pas parce qu'un livre marche que le suivant va marcher. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir des lecteurs qui me suivent, dont je sais qu'ils seront au rendez-vous au livre suivant. Donc tout ça m'a beaucoup apaisé. Alors après, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à écrire de bonnes histoires, parce qu'il y a une exigence quand même des lecteurs. Mais vraiment, non, je sais, alors c'est un métier qui pourrait être très sédentaire, l'écriture. On est enfermé, on bouge jamais. Alors moi, j'en ai très conscience. Heureusement, je fais du sport, j'en ai toujours fait. Mais c'est vrai que, enfin, je ne veux pas plaindre les écrivains, mais on en parle très peu finalement, les écrivains qui restent dans leur coin. Il y a une forme de solitude en fait qui peut être pesante. Solitude à un moment donné, et une vraie sédentarité, quoi. C'est-à-dire qu'on s'enferme et on peut très bien ne plus bouger, mal manger parce que si on grignote et voilà. Donc ça aussi, ça fait aussi partie on voit que souvent que les aspects très lumineux du métier d'écrivain, ils vendent des livres, c'est une vie formidable. Mais il y a aussi quand même toute cette période qui constitue quand même 90% du temps où on écrit, on est seul dans son bureau face à sa page blanche, et donc il peut y avoir quand même des moments un peu difficiles. Ouais. Il y a une autre passerelle que l'on peut établir entre vos deux univers, c'est l'intelligence artificielle, et je pense notamment à notre émission précédente avec notre invité précédent Bernard Werber, c'est l'intelligence artificielle. Je lui avais posé la question, l'intelligence artificielle peut-elle se substituer au talent de l'écrivain, de l'auteur? Quel est votre regard sur l'intelligence artificielle? Et après, je vous poserai la question, parce qu'en termes de santé et de médecine, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle prépondérant. Oui, alors de ce fait-là, je vous laisse la partie médicale, parce que j'allais en parler, je trouve que c'est formidable, vraiment, dans le milieu médical, parce que ça peut détecter des cancers sur les radios, enfin des choses que les médecins ne peuvent pas forcément voir. Au niveau artistique, de création, d'écriture de livres, alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, ça nous a fait un peu peur. Après, moi, ce qui me rassure, c'est qu'en fait, dans les romans, ce qui fait qu'une histoire va nous parler, c'est les émotions qu'elle va procurer. Et toutes les émotions qu'on a soi-même mis en écrivant le livre. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est incapable de ressortir des émotions. Elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de cœur, voilà. Elle ne sait pas
ce qu'est la tristesse, ni comment on provoque la tristesse chez quelqu'un. Tout ça lui est complètement étranger. Or, une histoire, c'est ça avant tout. Il faut que ça touche le cœur des gens. C'est ce qui fait qu'on va avoir envie de tourner les pages. Donc, sur ce point de vue-là, voilà, je suis assez rassuré. Après, d'un point de vue structurel, ça fait des choses quand même assez intéressantes, mais ça reste quand même assez froid, assez mécanique. Mais bon, qui sait, avec l'évolution, on verra bien. Tina Blaise, dans le cadre de votre combat et dans le cadre aussi de la pédagogie qui est faite autour de la mort subite et des recherches, l'intelligence artificielle peut-elle apporter? Oui, l'intelligence artificielle apporte beaucoup d'espoir. Parce qu'en fait, quand il y a une mort subite par arrêt cardiaque, on sait maintenant ce qu'il faut faire après. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans les hôpitaux. Mais comment faire pour prédire? Et en fait, aujourd'hui, il y a toujours le même nombre de morts subites, ça ne baisse pas. Et nous finançons à haut niveau le centre d'expertise de la mort subite et ses travaux. Et donc le centre d'expertise de la mort subite a récupéré les données médicales de 300 000 personnes. Ils ont créé un algorithme avec Polytechnique, ce qui fait que toutes ces données ont été classées. Il y a à peu près 10 000 données par personne, donc c'est vraiment énorme. Ils ont mis plusieurs années à faire ça. Et aujourd'hui, ils sont capables de dire à 90% qui est à risque de faire une mort subite dans l'année. Donc le côté prédictif, effectivement, est majeur. C'est très intéressant. Oui. Très intéressant. C'est un débat qui pourrait continuer, évidemment, pendant longtemps encore, parce que c'est un sujet passionnant et grave en même temps, mais c'est aussi la vie et c'est aussi notre société. Mais le temps qui nous est imparti s'achève. On a passé un très très bon moment avec vous. Merci Tina Blaise de nous avoir accompagnés. Merci Franck Tillier, c'était un vrai plaisir et un honneur de vous recevoir. Je renvoie évidemment toutes celles et ceux qui nous regardent à votre dernier ouvrage. Je vous le recommande, hein, celui-là, Franck Tillier. Je recommande les autres aussi, mais celui-là particulièrement, Morferville, bien sûr, aux éditions Feuve Noire. Merci infiniment de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci à celles et ceux, évidemment, qui ont réalisé cette émission, qui ont mis tout en place, évidemment, pour qu'elle se déroule bien. Et on se retrouve pour un nouveau numéro du Verbe à l'action, très vite, très prochainement. Soyez attentifs. Bonne journée. GHW a été heureux de vous présenter du Verbe à l'action.